C'est évidemment un immense honneur que de défendre la société africaine. C'est un immense honneur de défendre des millions de femmes et d'hommes d'honneur qui ont été, tous ces derniers jours, magnifiquement incarnés et qui sont venus dire enfin que le monde, depuis qu'il existe, s'est toujours organisé pour que la partie du monde qui souffre et qui subit se taise et reste silencieuse. Et pour que le continent africain reste silencieux dans sa souffrance, il faut évidemment des gardes-chourmes. Il faut des gardiens de camp parfois. Des gardes-chourmes, c'est-à-dire l'Empire américain et ses affidés, ses sous-traitants européens et ailleurs. Il faut des docteurs Diafoirius, des docteurs Folamour, qui prescrivent des ordonnances qu'évidemment les Africains ne savent jamais lire et ne respectent jamais. Des ordonnances, soi-disant potions magiques, qui se révèlent rapidement, des poisons qu'on distille à merveille, poisons chinois, et d'ailleurs peut-être que demain, les Chinois vont s'y mettre, et le mal sera alors absolu. C'est dire si, me semble-t-il, il n'y a guère de difficulté pour que votre cour déclare coupable la Banque mondiale et les autres, ses complices, l'association de malfaiteurs. Il n'y a guère de difficulté parce que le bilan est évidemment effrayant. Les chiffres sont meurtriers et les statistiques assassines. Il suffit d'adosser et de se souvenir que pendant la période de 20 ans écoulée, où les premiers plans d'ajustement structurel, et on va le voir rapidement, des plans de destruction, d'appauvrissement structurel se sont mis en place, à côté, les statistiques parlent et sont éloquentes sur la tragédie qui se déroule devant nous. Le taux moyen d'espérance de vie a tragiquement baissé, 46 ans aujourd'hui, qu'on ne cesse de manipuler le sida cyniquement pour oublier que par ailleurs, ce taux de mortalité, s'il augmente, il est lié évidemment à la baisse importante, significative du revenu par tête d'habitant en Afrique. Bref, la messe est dite. La messe est dite. Les plans d'ajustement structurel ont globalement échoué. Ces 50 millions d'enfants africains dont la mort est programmée pour les 5 prochaines années. Ces 3 millions de morts de paludisme qui sont programmés pour l'année prochaine. Et on va dire, face à ces chiffres meurtriers, que la Banque mondiale et les autres ont sans doute triomphé. On ne peut pas le dire. Et on ne le dira pas. Et on le dira d'autant moins que les plans d'ajustement structurel, de toute évidence, ont mis l'Afrique dans un cercle vicieux, mais aussi un cercle absurde. Et ce cercle vicieux, il a commencé, vous le savez, la Cour l'a parfaitement compris, par la dette. La dette qui est comme une pierre au cou de l'Afrique. La dette qui est comme le signe de l'allégeance de l'esclave à son maître. La dette dont les chiffres parlent d'eux-mêmes. 220 milliards de dollars en 2003. La dette dont on sait par les dernières statistiques, Monsieur le Président, Madame de la Cour, que si 4 dollars par tête d'habitant ont été remboursés, 4 dollars restent encore à payer. Et que de toute évidence, cette dette, elle a mis à genoux et elle met à genoux l'Afrique parce qu'elle lui vole sa souveraineté financière et son indépendance économique. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a démantelé sa fonction publique. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a obligé l'Afrique à brader ses services publics au mieux des intérêts des prédateurs financiers. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a mis par terre certains de ses hôpitaux publics. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a privatisé l'école par la faiblesse des revenus conférés aux fonctionnaires publics. Elle a mis à genoux l'Afrique et l'Afrique devient ainsi le miroir sinistre de ce que le monde est en train d'écrire, c'est-à-dire un monde privatisé. Et dans ce monde qui se privatise devant nous, la Banque mondiale, qui devrait être la banque de l'humanité, est devenue la banque de l'inhumanité. Cette Banque mondiale est devenue la banque de l'inhumanité parce qu'elle est devenue le cheval de Troie du capitalisme financier. Alors évidemment, on nous dira que la corruption est partagée entre les Africains et les Européens. Mais va-t-on dire tout à l'heure de l'autre côté de la barre que les Africains ont inventé la corruption? Va-t-on dire qu'il y a un chromosome de la corruption en Afrique? Va-t-on oublier que les corrupteurs viennent des pays riches et jamais des pays pauvres? Va-t-on oublier que les pays du G8 nous condamnent de mettre à genoux l'Afrique et la Banque mondiale brocarde ensuite l'Afrique en les menaçant de suspendre toute aide publique parce qu'ils sont devenus les pays les plus corrompus de la planète? La boucle est ainsi bouclée. On confond la cause et la conséquence. Le meurtre ici se dédouble avec sa facette sinistre, le cynisme de la Banque mondiale. Alors, loin de nous l'idée, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, de prétendre que la Banque mondiale
comme le dieu Moloch se nourrit des enfants africains, loin de nous l'idée de dire que la Banque mondiale déteste le potable et le rail public. Évidemment que la Banque mondiale n'est pas animée par un instinct de meurtre. Mais la Banque mondiale est simplement la pierre cardinale, le centre de gravité de ce capitalisme qui a perdu la tête parce qu'il est devenu un capitalisme financier, un capitalisme prédateur, c'est-à-dire un capitalisme qui ignore l'intérêt général pour organiser ce qu'il souhaite par-dessus tout, fabriquer des profits à perpétuité. Car la Banque mondiale cherche évidemment de temps à autre à s'humaniser. Et je vais donner un exemple de l'humanisation formidable de la Banque mondiale. Qui a dit il y a quelques jours à Paris, avec des larmes de crocodile, chaque semaine, 200 000 enfants malades de moins de 5 ans meurent dans le monde en voie de développement. C'est Paul Wolfowitz qui l'a dit. Vous savez, Paul Wolfowitz, celui qui a conceptualisé la guerre en Irak, dont le coût est supérieur au coût qu'il faudra mettre pour organiser de l'eau potable dans toute l'Afrique et sauver tous les malades du sida en leur offrant à tous des génériques. C'est lui qui a fait semblant de pleurer dans une tribune à Paris il y a quelques semaines. Alors cessons ce bal des hypocrites, cessons ce bal maudit des prédateurs. Arrêtons-nous un instant sur les derniers arguments de la Banque mondiale. Il y aurait une malédiction sur l'Afrique. Et c'est ce miroir épouvantable que l'Europe réfléchit sur l'Afrique et qui de temps en temps pollue quelques cerveaux, tue les consciences critiques. L'Afrique serait vouée au malheur. La pauvreté y serait aussi naturelle que le génocide tropical, l'esclavage, le néocolonialisme. Et cette espèce de fatalité, on la trouverait également dans cette certitude, l'Africain est toujours ignare. Et d'ailleurs, que n'a-t-on entendu de l'autre côté de la barre il y a quelques jours, quand Mme Souko a déposé, et elle a eu le toupet, Mme Souko, de dire qu'elle savait lire un bilan. Femme savante, a-t-on dit de l'autre côté de la barre. Femme savante, mais oui, les Africains, la complexité du monde, elle est irréductible pour eux. Ils n'y connaissent rien. Et puisqu'ils n'y connaissent rien, ça permet de disqualifier et de délégitimer tout esprit critique, cet esprit critique que courageusement on a entendu il y a quelques instants du côté de la barre. Alors oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale d'avoir abusé de la confiance du peuple africain. Oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale de non-assistance à peuple en danger. Oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale de ne pas avoir respecté son mandat d'origine, c'est-à-dire servir l'humanité. Et ce faisant, vous allez réouvrir la voie de l'utopie que chacun de nous voit de l'œil intérieur et qui permet de dessiner un monde nouveau derrière les collines. L'utopie qui est en quelque sorte ce bélier africain qui vient se frotter et déchirer le froc de la raison d'État du marché. L'utopie demain pour éviter ce qui se prépare dans les banlieues d'Accra, d'Abidjan et du Caire, c'est-à-dire que des gamins ivres de pauvreté et de souffrance, ce demain se transforment en boules de feu. Vous allez donc déclarer coupable la Banque mondiale de redevenir une banque de l'humanité. Vous allez déclarer coupable la Banque mondiale pour les crimes d'inhumanité et du cynisme qu'elle commet depuis 20 ans. Et évidemment, la seule peine possible, c'est la peine la plus modeste. C'est la peine la plus douce. Car Paul Wolfowitz, on ne va pas le jeter dans le Niger, les Caïmans n'en voudront même pas. La peine qu'il faut prononcer, et c'est ce que nous vous demandons, c'est des travaux d'intérêt général pour l'humanité à perpétuité. J'ai l'insigne honneur de comparaître devant votre juridiction pour prêter ma robe à la défense d'une noble et juste cause, mais surtout prêter ma voix aux 100 voix d'Afrique qui, depuis 25 ans, subissent la loi d'airain de l'ajustement, cette loi du plus fort qui jamais n'a su être la meilleure. Oui, Monsieur le Président, l'ajustement est un mal organisé, structuré, administré et inoculé à nos peuples. Ce mal, Monsieur le Président, c'est le cynisme de la dette, le cycle vicieux de la dette. Cette dette qui a fini de ruiner nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Que faut-il faire devant la violence de la dette?
j'entends les latino-américains. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, la deuda es impagable. La dette est tout simplement impayable. Oui, Monsieur le Président. Elle est impayable parce qu'elle est illégitime. Elle est impayable parce qu'elle est violente. Elle est impayable parce que tout simplement, elle est insoutenable. À la violence de la dette vient s'ajouter le bradage de nos biens publics, de nos services publics, de nos services sociaux de base, la privatisation. Après avoir privatisé la santé, alors que entre juin et septembre 2005, 42 000 personnes sont mortes du choléra, cette maladie du Moyen-Âge qu'on croyait à jamais éradiquer de nos villes et de nos campagnes. Mais qu'on n'aille pas plus loin, Monsieur le Président. Ici, dans cette chambre, gît et gémit un malade. Entendez-vous sa complainte? Elle m'est parvenue aux oreilles et nous privatisons la santé. Ce n'est pas fini. On privatise l'éducation. Conçue comme un droit universel, l'acquisition du savoir et de la connaissance, qui doit être la chose la mieux partagée. Pendant que 2 tiers de nos enfants sont analphabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir et la connaissance. Ce n'est pas fini, Monsieur le Président. On a privatisé, on a bradé nos services publics. Comment privatiser l'eau, Monsieur le Président? Le Djoliba, le Sénégal, le Zambèze, le Limpopo, nos fleuves privatisés avec nos contes, nos légendes, nos traditions, enfouis dans les courants, dans les rivières et dans nos lacs. Cela n'est pas admissible. Ce peuple, c'est la veuve qui pleure la mort prématurée de son mari, enfoui sous les décombres de l'ajustement. Ce peuple, c'est l'orphelin qui réclame le sein de sa mère, emporté dans les couches, alors qu'il exigeait tout simplement un dû, les soins primaires de santé. Ce peuple, Monsieur le Président, c'est le père de famille, ce compressé du rail, ces messieurs que vous avez entendus, ces dames qui vous ont supplié à votre barre. Le père de famille qui a vu son autorité, qui a vu son influence, qui a vu sa dignité diluée et emportée par un licenciement injuste. Ce peuple, Monsieur le Président, c'est enfin Zégué Bamba. Avez-vous, Monsieur le Président, entendu la complainte de Zégué Bamba? Ce paysan qui vous dit, mais pourquoi comme alors je ne sème pas? Pourquoi quand je sème je ne récolte pas? Et pourquoi quand je récolte je ne mange pas? C'est cette Afrique, Monsieur le Président, qui vous demande dignement, humblement, modestement, mais légitimement justice, Monsieur le Président. Alors vous la lui rendrez, sa justice à l'Afrique. Vous la lui rendrez, non pas en condamnant la Banque mondiale, non. Vous la lui rendrez tout simplement, Monsieur le Président, en renvoyant la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G8, tous leurs affidés et leurs complices à leur mission première, celle-là qu'ils n'auraient jamais dû oublier et qui met l'homme comme finalité de toute action humaine. Il vous appartient, Monsieur le Président, vous, par votre plume, qui rendra la décision. Il m'appartient, moi, par la robe que je porte. Il nous appartient à nous tous, parce que c'est notre devoir de génération de provoquer et de précipiter la venue de ce jour. Car il y va de l'équilibre du monde et de l'avenir de l'humanité.